Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, il fait beau, regardez cette lumière que j'ai aujourd'hui, c'est incroyable, la lumière n'a jamais été aussi bonne pour le stream, profitons-en avant que le soleil se couche. J'espère que vous avez passé une bonne journée et un bon début de semaine. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé à force d'enchaîner les streams la dernière fois. Maintenant j'ai l'impression que 2 semaines ça paraît super long. En tout cas je suis contente de vous retrouver ce soir pour parler économie de l'industrie du jeu vidéo. Nous avons un invité qui est vraiment spécialisé dans ce domaine très orienté business, vous allez le découvrir. Nous arrivons à la fin des sujets qui avaient été annoncés sur Instagram et donc 2 nouveaux sujets vont être annoncés. Ouais, t'as vu la petite couronne. Les nouveaux sujets vont être annoncés d'ici fin de semaine. Dimanche, normalement, je vous annoncerai les nouveaux sujets. Je le répète, mais vous êtes tous les bienvenus pour participer. Si vous voulez proposer des sujets avant dimanche, il n'est pas trop tard, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais les inclure, les reformuler ou les prendre comme tels. Ça a été le cas avec Uti qui nous a proposé un sujet et qui a même proposé un invité pour ce sujet et que nous avons reçu avec Sébastien quand nous avons parlé il y a 2 semaines du jeu vidéo. C'était il y a 2 semaines, pardon. Je ne sais plus, je perds. Comme on a tout changé au niveau des dates, je me perds. On avait parlé du jeu vidéo comme moyen d'aborder des sujets de société importants. Et donc voilà, ça avait été proposé par une personne du chat et l'invité également. Donc une nouvelle fois, vous êtes les bienvenus pour participer. La caméra n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de participer à toute la durée de l'émission. Vous pouvez intervenir ponctuellement, donc n'hésitez pas. Il est 20h13, ce qui veut dire que sur YouTube, une nouvelle vidéo, une interview de Derrière les projecteurs est sortie. Pour cette nouvelle interview, j'ai à mes côtés Cyril Goury, que certains qui connaissent bien la scène Counter-Strike connaissent sous le nom de NextGen, qui est un designer de skins et qui a eu la chance, ou je dirais plutôt le talent, d'avoir 17 de ces skins qui ont été sélectionnés par Valve sur CSGO. Arrivera-t-il à avoir un de ces skins sur CS2 ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pour découvrir son métier, je vous invite donc à aller sur la chaîne YouTube et à les découvrir. Bonjour maman et papa également, parce qu'attention, je me suis fait remonter les bretelles parce que je disais bonjour qu'à ma maman et mon papa est à ses côtés pour nous écouter ce soir. Donc bonjour à vous deux. Aujourd'hui, je vous ai dit, on parle économie dans le jeu vidéo. Des licenciements massifs, des studios qui ferment, des budgets qui explosent. Depuis 2 ans, on a vu dans l'industrie du jeu vidéo des signaux inquiétants. En face de cela, on voit aussi une industrie qui ne cesse de grandir, avec près de 200 milliards de dollars générés à travers le monde. Alors comment se fait-il qu'une industrie aussi rentable paraisse aussi fragile ? Est-ce une vraie crise ? Est-ce un modèle qui ne fonctionne plus ? C'est ce sujet qu'on aborde aujourd'hui. Et à mes côtés, je souhaite la bienvenue à Tom, qui est un créateur de contenu orienté business dans l'e-sport, plus globalement même le jeu vidéo. Bonjour Tom, comment tu vas ? Hello, hello, salut à tous. Écoute, merci beaucoup pour l'accueil. Tout va bien, comme tu disais, il fait très beau, on a de la chance, on en profite et ravi de pouvoir échanger avec toi sur un sujet aussi intéressant. Je te remercie. Alors, Tom, je t'ai présenté comme créateur de contenu orienté business dans le domaine du jeu vidéo et plus expert dans le même l'e-sport. Je vais te laisser te présenter. Pour la petite histoire, Tom, c'est moi qui l'ai contacté parce que je voyais son contenu sur Twitter. Donc, je vous inviterai
Tu pourras partager tes réseaux sociaux. Vous inviterez à le suivre parce que c'est vraiment très intéressant. Tom, il produit un contenu de qualité, vraiment, Merci beaucoup. avec des chiffres, une vraie expertise. Euh, c'est très très intéressant à suivre, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Je vais te laisser te présenter, partager tes réseaux, etc. avant qu'on commence. N'hésite pas. Ouais. Moi concrètement, comme l'a dit Mélo, sur Twitter, je m'occupe et j'apprécie relayer du contenu sur les news e-sport et surtout les news business. L'objectif, c'est que tout le monde puisse comprendre un maximum l'écosystème e-sport et comment il grandit et tout ce qu'il y a autour. Et moi, dans la vraie vie de tous les jours, je m'occupe d'organiser des événements et aussi de les commercialiser. Et donc, je suis en lien tous les jours avec des sponsors et des partenaires. Et donc, la genèse de la création de mon compte Twitter, c'était surtout utiliser, moi, de ce que je voyais tous les jours euh, sur l'e-sport, les bonnes pratiques, comment trouver des partenaires, etc. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu globalisé sur du contenu e-sport business. Ok, intéressant. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je me suis dit que tu étais une personne très pertinente pour nous accompagner, pour parler de cette économie du jeu vidéo qui, comme je l'ai dit précédemment, d'un côté paraît en pleine expansion et ne cesse de s'accroître, notamment avec la période Covid, hein, qui a quand même été un vrai tremplin pour toute l'industrie. Mais à contrario, on ne cesse de voir des vagues de licenciements, même dans des très grosses Mm. entreprises telles que Microsoft, Sony. Enfin, voilà, on voit les plus gros qui licencient en masse, pas que par rapport à l'IA, hein, on en parlera aussi. Et donc, comment, selon toi, est-ce qu'on fait face à une crise? Est-ce qu'on n'est pas face à une crise? Est-ce qu'on est dans une espèce de crise hybride? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te rejoins sur la partie Covid. Il y a vraiment l'e-sport et les jeux vidéo ont connu vraiment un essor pendant la partie Covid. Les gens avaient que ça à faire, c'était jouer aux jeux vidéo. Donc, il y a vraiment eu un grand essor à ce moment-là. Et c'est comme plein de choses post-Covid. Certains pics redescendent et je pense qu'on est un petit peu sur cette redescente-là. Même on peut parler de ce qui se passe chez Ubisoft aussi, avec des jeux qui s'annulent. En même temps, du coup, bah, ça enclenche un cours de la bourse qui redescend. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui, pour moi, se construit de jour en jour. Tu me parlais de l'intelligence artificielle aussi. Là, moi, je suis pas assez calé sur l'impact de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo, mais c'est sûr qu'il y a des parallèles à faire. Donc, c'est vrai que je comprends que ce soit des sujets qui sont, qui sont sur la table. Notamment aussi, je trouve l'évolution. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je paye de moins en moins de jeux. Les jeux sont de plus en plus gratuits. Mais par contre, c'est via les microtransactions que les jeux se rémunèrent. Enfin, il y a vraiment des modèles qui sont complètement différents. Ça, c'est vrai que c'est le Euh, modèle très orienté Tencent, par exemple, qui utilise beaucoup ce ouais. modèle-là avec beaucoup des jeux gratuits et tout un système économique à l'intérieur qui va pousser l'utilisateur finalement à acheter au cours du jeu et le jeu va se rémunérer là-dessus. Donc on voit aussi hein, plusieurs grosses entreprises qui ont des, euh, finalement des modèles économiques différents qui permettent plus ou moins de fonctionner. Est-ce que pour toi, est-ce qu'il y a un modèle économique qui fonctionne mieux que les autres par rapport aux grosses entreprises que tu connais? Bah, moi, je crois vraiment au système des microtransactions, dans le sens où pour capter du coup le client, tu lui proposes un jeu gratuit, il peut jouer au jeu si jamais il n'a pas envie de débourser de l'argent, donc il peut découvrir le jeu, s'y attacher. Et ensuite, quand tu vois les sommes qui sont du coup payées par les joueurs, on voit qu'elles sont supérieures quand le modèle est, disons, microtransaction que quand c'est un modèle où tu achètes ton jeu et tu as tout accès en fait. Et dans le sens où c'est pas forcément du pay to win, mais pour tout ce qui est des cosmétiques, etc. Je crois vraiment en ce système-là parce que bah, les gens, c'est bête à dire, mais aussi les gens se rendent moins compte de l'argent qu'ils dépensent via ces petits C'est vrai. modèles-là. Et forcément, eux c'est plus pertinent pour eux en termes de revenus. Puis c'est vrai que quand l'utilisateur va jouer à un jeu, le fait de payer, tu te sens obligé aussi d'y jouer pendant un moment. Alors que quand il est gratuit, ça permet aussi de découvrir le jeu, de découvrir l'univers. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse quantité de jeux qui sortent. Alors pour les plus gros, forcément, on a des teasers, on a tout ça. Donc
on sait un peu à quoi s'attendre. Là, du GTA qui sort, alors on l'espère cette année pour les plus grands fans, mais on sait à quoi s'attendre. Maintenant, pour les plus petits jeux, sur Steam, il y a environ 10 000 jeux qui sortent chaque année. Donc on a aussi C'est une énorme. concurrence qui est quand même énorme et qui vient parfois écraser des petits acteurs aujourd'hui dans le jeu vidéo qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Et puis même, quand tu vois, tu me parles de GTA, il y a certains jeux, qui demandent des années, des années, des années et des millions. Je sais même pas le prix de développement d'un jeu comme GTA ou même je me rappelle, c'était Red Dead Redemption où les gens l'attendaient depuis des années. C'était, enfin, vu les sommes engagées, du coup, ce qui représente des risques énormes, je peux comprendre que parfois ça puisse mettre en difficulté certaines entreprises quand, il n'y a pas le succès escompté ou quand voilà, il y a des problèmes sur leur jeu. Il y a de plus en plus d'énormes jeux, comme tu me le disais, qui peuvent éclicser aussi certains plus petits studios et plus petits jeux en fait. Sur les gros jeux, de ce que j'ai vu, par exemple, alors tous les chiffres ne sortent pas, hein, forcément, ça reste assez confidentiel dans certaines entreprises, mais par exemple, Spider-Man 2 avait été estimé à 300 millions. Ok, c'est Bon, énorme. il a rapporté quand même 700 derrière, donc là ça a été rentable, mais il y a d'autres jeux qui, eux, ont rapporté dans les 200 millions, alors qu'ils en avaient coûté beaucoup plus. Donc on est sur un modèle autour des triple A, des jeux triple A, donc ce sont les plus gros jeux, hein, c'est un peu comme les blockbusters si on compare au cinéma, mais qui ont amené un modèle économique où on investit énormément, que ce soit en termes de développement, que ce soit en termes de communication, parce que ça c'est un vrai sujet, et Marion qui est dans le chat pourra, pourra intervenir sur ça dans le chat, parce que on est face à une industrie où aussi tout ce système de visibilité, de communication est de plus en plus fort. Et ça, on le voit aussi dans l'e-sport. Dans l'e-sport, il y a eu cette espèce de, que ce soit pendant la période Covid ou même avant, hein, parce que c'est vrai que ça avait déjà commencé avant, où il faut se faire voir, il faut se démarquer sur les réseaux sociaux, pardon. Ouais, 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 c'est clair. Et je sais pas si c'est moi qui fais plus attention ou si c'est vraiment une tendance, mais je trouve qu'on voit de plus en plus de streamers qui jouent à des jeux et c'est une collaboration commerciale et c'est aux yeux de tout le monde et c'est vraiment une des manières de faire connaître son jeu via les créateurs de contenu. Je sais pas si je faisais moins attention, mais j'ai l'impression que c'était peut-être il y a 3 4 ans, c'était moins le cas en tout cas que des joueurs, enfin des streamers, pardon, étaient payés à jouer à un jeu. Moi, je trouve ça intéressant parce que le créateur de contenu, bah, lui, il teste le jeu en live. Alors évidemment, je pense pas qu'il va détruire un jeu s'il est payé pour en parler, mais, euh, mais pour un créateur de contenu multigaming, moi, je trouve ça plutôt chouette comme modèle, en fait, de pouvoir avoir ce parallèle, vraiment ce partenariat entre le jeu et le streamer, en fait. Oui, totalement. C'est vrai qu'on l'a vu alors dans l'agence, par exemple, Jam. On accompagne donc des créateurs de contenu aussi, enfin, d'anciens joueurs qui sont passés créateurs de contenu, et certains ont justement été sollicités pour tester des jeux, alors qu'ils étaient orientés, l'agence est principalement orientée Counter-Strike, mais les joueurs ont été bah, demandés pour tester d'autres jeux, faire leur retour justement pour apporter un peu de visibilité à un public qui est assez large. Donc c'est effectivement, mais il y a aussi on parle de la com, euh, mais il y a cette guerre de communication qu'il y a, on le voit, GTA qui est un très bon exemple d'un jeu triple A, euh, c'est énormément d'argent investi, un jeu comme ça, et en communication, on est quoi? On est au deuxième ou troisième teaser qui est déjà sorti pour le jeu. Tout ça, ça coûte énormément d'argent de faire ce genre de teaser. D'autant plus qu'il me semble que eux passent pas tant par l'IA. Je sais pas si dans le chat il y en a qui sont experts, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient trop utilisé l'IA pour tout ça. Je parle pas en termes de aide au développement, mais pour la réalisation des vidéos. Et donc là, on est quand même sur un jeu qui a coûté, mais enfin, je pense qu'on parlait de Spider-Man 200 millions, enfin ouais, 300 millions. Je pense que eux, ils doivent au moins atteindre le double, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Après, je trouve que GTA, c'est vraiment un monde à part, dans le sens où je pense que le report du jeu, parce que ce que tu disais, il a déjà été reporté, je crois, à la sortie, c'est Ouais, ça? ouais. La sortie a été reportée. Ouais.
Mais tu vois, moi, je trouve que c'est plutôt un signal positif. Alors évidemment, pour les fans qui souhaitaient l'avoir à la date prévue, c'est frustrant, etc. Mais moi, je préfère vraiment 100 fois un éditeur qui me dit, OK, bah, mon jeu, il n'est pas parfait, il n'est pas prêt, je le repousse d'un an, plutôt que, tu vois, quelqu'un en parlait dans le chat, mais Activision qui sortait un Call of Duty, alors que c'était une licence reine du jeu vidéo, de l'e-sport, il y a quelques années, il s'est forcé à sortir un Call of Duty par an qui soit bien ou pas bien, enfin voilà, chacun fait son avis, mais tu as des jeux qui peuvent se permettre de prendre du temps, de dire ok, bon voilà, on attend une année de plus, ça nous coûtera tant de millions en plus, mais au moins on est sûr d'avoir un jeu réussi, et du coup la fanbase bah, est sûre d'acheter un jeu réussi. Alors franchement, acheter, je sais pas combien coûte GTA, mais acheter GTA 80-90 euros, aujourd'hui ça me choque pas, alors que voilà, 80 euros dans Call of Duty, bah, tu sais pas si le jeu va être bien, tu sais pas si il est à la hauteur chaque année, c'est différent quoi. Bah, il y a deux points. Et ça rejoint ce que dit Marion ou Rockstar. C'est vrai qu'ils sont un peu uniques sur ça. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai euh, il faut sortir le jeu. Des fois, il y a cette pression de devoir sortir un jeu beaucoup plus régulièrement. Et il y a cette possibilité, enfin, il y a ce besoin aussi que le jeu puisse être périn, donc puisse vraiment durer dans le temps. Un GTA, ça fait des années que le jeu est attendu. Euh, les gens vont l'acheter, vont mettre 80 euros et ça va durer pendant des années. Maintenant, c'est vrai que, bah, comme le dit Marion, Call of Duty, chaque opus est beaucoup plus court. Et alors, bien qu'il y ait tout ce système où on peut jouer quand même longtemps, etc., enfin voilà, on ne termine pas le jeu et après on ne peut plus y jouer, d'autant plus qu'il y a tout ce système en ligne. Mais on est quand même face à un opus qui sort beaucoup plus régulièrement, où les joueurs se disent, bah, mettre 80 euros dans un jeu qui va être renouvelé, euh, je ne sais pas si c'est chaque année ou tous les 2-3 ans, ça fait quand même cher. Mm. Donc c'est vrai qu'il y a ce combat aussi au niveau des éditeurs où il faut réussir à garder sa communauté, à se maintenir, parce qu'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, hein, c'est quand même des budgets énormes. Pour travailler dans l'informatique, c'est énorme comme budget, ce genre de développement. Mais euh, en parallèle de ça, ça veut dire que l'échec coûte énormément. C'est ça aussi qu'on voit sur ce modèle-là qui est très orienté, où on investit énormément dans des gros jeux, où les marques vont parfois avoir peu de jeux, mais des très gros jeux pour lesquels elles vont beaucoup investir. C'est de se dire c'est que le moindre échec coûte une fortune et a un impact sur l'entreprise qui est très conséquent. Bah, est-ce que, là, je pose une question parce que Mais j'en ai pas, enfin, j'ai une idée, mais j'ai pas toutes les informations. Est-ce que Ubisoft ne paye pas une succession de jeux qui n'ont pas trop bien marché du coup, ils se retrouvent dans cette situation financière difficile parce qu'en fait, c'est une pression de dingue. Si tu rates ton jeu phare, bah derrière, tu perds aussi la confiance de tes fans, tu perds plein de choses. ah bah totalement. Alors je sais pas si Marion, toi qui connais bien Ubisoft, si les derniers jeux Ubisoft ils ont bien fonctionné ou pas. J'avoue que je saurais pas trop, mais effectivement tu payes énormément. Et c'est un modèle aujourd'hui qui est un peu, qui est revu, hein. On voit les gros, ce sont surtout les plus grosses entreprises qui ont licencié. Si je ne me trompe pas, on parle d'environ plus de 20 000 licenciements en 2 ans sur trois des plus grosses. Si on prend trois des plus grosses entreprises, donc on a Microsoft, Sony, Unity, donc on est à 20 000 licenciements, ce qui est énorme euh, Oh, la dans vache. l'industrie, hein. Marion a malheureusement subi ça également côté communication. Donc on est face à un modèle où si demain ça ne fonctionne pas, le jeu ne fonctionne pas, un ou deux jeux, on est à des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros et donc un impact qui est directement sur les employés. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que est-ce que le modèle du jeu que tu payes, que tu attends, que tu payes cher fonctionne? Moi, ce qui est compliqué, c'est que moi, je suis pas vraiment la cible de ces jeux-là. J'ai du mal à me plonger, tu vois, dans Assassin's Tu Creed joues où à je vais quoi passer toi? des. Moi, je joue, c'est simple, je joue à des jeux du coup forcément, enfin liés à l'e-sport, c'est comme ça que j'ai découvert l'e-sport. C'est Counter-Strike, c'est League of Legends,
il y a un petit Age of Empire quand j'ai envie de, voilà, de pas trop me battre avec des gens, mais c'est vraiment ça. Et du coup, j'ai l'habitude du jeu gratuit, même si Counter-Strike était payant avant, mais est passé gratuit. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir, mais si avoir ce modèle-là d'éditeur qui fait des jeux, ou même du coup, bah, imaginons, il sort un jeu par an, ça veut dire qu'il a une grosse source de revenus une seule fois par an, parce que bah, les gens achètent leur jeu à peu près au même moment, ou un petit peu étalé après, mais voilà. Et donc je pense qu'en termes d'équilibre financier, si on parle de finance d'entreprise pure, avoir un bloc d'argent qui arrive sur un seul moment de l'année, bah derrière, tu as intérêt à pas avoir de coup dur sur le reste, tu as intérêt que ces revenus d'argent soient bien les mêmes que tu as budgétisés. Enfin, il y a plein de conséquences, etc. Les jeux qui ont des revenus récurrents via les achats in-game ou via des abonnements, tu vois, je pense à des jeux qui ont des, comme, je sais plus comment ça s'appelle, qui ont des passes comme sur Fortnite, qui ont des Ouais, les passes, Game ou sur Pass. des jeux, voilà, des Game Pass exactement. Bah, eux, ils ont réussi à intégrer ce système d'abonnement qui te permet d'avoir des revenus récurrents, d'avoir une base solide. Et pour éviter, je pense, tu vois, tu me parlais de licenciement, bah, le licencié, c'est quand c'est vraiment, t'es au dernier moment et tu es obligé de te séparer rapidement d'une de tes charges. Et malheureusement, les ressources humaines en fait partie, quoi. Eh ben, c'est bien que tu mentionnes le Game Pass parce que j'ai vu justement aujourd'hui une news qui disait que euh, il se posait la question d'enlever le Game Pass parce que ça Ok. justement mettait une espèce de coût supplémentaire pour les joueurs, un coût régulier finalement et qui pour certains n'était plus gérable et donc ça empêchait peut-être des joueurs d'aller acheter certains jeux parce que ils avaient déjà le Game Pass à payer. Donc c'est une vraie réflexion qui est, je pense que sur l'attraction que les grosses entreprises peuvent avoir auprès des joueurs. Et tu mentionnes que toi tu joues à des jeux gratuits. Et c'est vrai qu'on Ouais. parle de... Tu as mentionné des gros noms. Counter-Strike, c'est là depuis tellement d'années. C'est un très vieux jeu. League of Legends, n'en parlons pas. Comment font, toi qui te renseignes beaucoup sur la partie business de ce type de jeu, comment ils font aujourd'hui pour perdurer et pour tenir bon économiquement avec un jeu qui reste gratuit? Bah, déjà, alors, les deux écosystèmes sont très différents, où tu as Counter-Strike, tu as quand même une certaine liberté donnée par Valve enfin, sur tout ce qui est l'économie des caisses, etc. Euh, et tu as League of Legends de l'autre côté, où tout est maîtrisé par Riot Games, par Tencent, et donc c'est vraiment deux écosystèmes différents. Il y a tout, de toute façon, dans les deux parties, ce qui rapporte de l'argent au jeu, c'est les cosmétiques. C'est ça qui. Enfin, du coup, Valve prend, on est d'accord, ils prennent bien une partie sur les skins du coup qui sont achetés sur le marché. Via leur plateforme. Ouais, via leur plateforme, c'est ça. Donc, dans les deux cas, c'est via les cosmétiques et donc bah, les joueurs peuvent en acheter autant qu'ils veulent en soi. Ils ne sont pas bloqués sur League of Legends, c'est des milliers de skins qui existent. Sur CS, le nombre de skins est énorme en fonction des armes, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après, dans le fait de perdurer, moi je vais parler de ce que je sais le mieux. C'est pour ça que c'est des écosystèmes où l'e-sport est assez important. C'est vraiment un outil de communication, on parlait de communication, un outil de marketing. L'e-sport, voilà, chez Riot, bah, c'est un budget annuel, voilà, ça c'est pour l'e-sport, et c'est un outil de communication parce qu'on sait que l'e-sport fait vendre des skins, fait découvrir le jeu à des nouveaux joueurs. Et c'est important aussi, t'en parlais, il faut qu'il y ait des nouveaux joueurs, il faut qu'il y ait un roulement de nouveaux joueurs, parce que bah oui, à ce moment-là, bah, si c'est le même nombre de joueurs qui jouent au même jeu, bah, au bout d'un moment, soit les gens ont plus le temps de jouer, ils arrêtent, ou alors ils ont envie de changer de jeu, mais dans ce cas-là, le jeu meurt petit à petit, quoi. Donc ça, c'est clair, c'est un vrai sujet de renouvellement. Après, il y a des jeux c'est un peu un océan rouge, hein. Il y a des jeux qui restent, des jeux qui meurent, mais c'est un sacré numéro d'équilibre, je pense. Oui, totalement. Et pour les petits jeux, comme je mentionnais, bon, c'est plus facile pour des Riot ou Valve de proposer un jeu gratuit et d'avoir tout un système économique centre. Mais pour d'autres jeux avec des petits éditeurs, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et même, il faut imaginer ce système. Enfin, c'est imaginer, finalement, c'est penser quand tu développes le jeu. C'est un peu la question que je posais à Sébastien, donc, qui était là lors de la précédente émission,
qui lui a créé un jeu autour de la bipolarité et voilà, de porter atteinte à sa vie, etc. Suite à la perte de sa femme. Et donc je lui posais la question, mais comment tu fais pour que ton jeu perdure, enfin pour attirer de nouveaux joueurs, parce que c'est vrai que ce genre de jeu, et c'est je pense plus difficile pour les petits éditeurs, c'est d'avoir un jeu qui puisse perdurer dans le temps. Parce que souvent on a une espèce d'histoire, et une fois qu'elle est terminée, bon bah voilà, c'est fini. Mm. Et donc ce qui peut même freiner certains utilisateurs, certains joueurs à payer un jeu pour ça, mais penser à un système économique au sein de ton jeu quand tu es tout petit et que tu n'as pas les capacités d'un Valve, ça complexifie toute la création qu'il y a autour du jeu. Ah ouais, c'est clair, je t'avoue que. Et quelle est ta réponse du coup de Sébastien à ce sujet-là? Alors lui, il ne l'avait pas fait avec l'objectif de rentabiliser un jeu, il voulait vraiment utiliser cette plateforme et cet outil du jeu vidéo comme message et comme aide à Oui, certaines personnes. Donc voilà, c'était différent. ouais, ouais, c'est clair. Après, bah, c'est clair que les petits éditeurs, je connais pas assez bien le marché pour, enfin, des petits éditeurs de jeux vidéo pour savoir comment ils se rémunèrent, etc. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui jouent aux jeux vidéo vont le découvrir pardon, les gens qui jouent aux jeux vidéo jouent à des gros jeux qui sont connus par des gros éditeurs. Après, je trouve que, tu vois, en te baladant sur Steam, tu trouves quand même assez facilement des petits jeux niches qui se baladent, tu les télécharges assez facilement, tu vois ce que ça vaut, etc. Et, je trouve que l'onglet, enfin, pour découvrir un jeu sur Steam, c'est assez faisable. Alors, tu me parlais, je sais plus, de 10 000 jeux sur Steam, Ouais, c'est ça? 10 000 par an à peu près. 10 000 nouveaux jeux publiés par an? Oui. Ah ouais, la vache. Alors Bah après, ça oui, peut être peut-être des versions renouvelées d'autres jeux. Tu vois, par exemple, entre CSGO, CS2, c'est le même éditeur, c'est quasiment le même jeu. Et ouais. ça reste un nouveau jeu. Et on le mentionnait, il y a eu cet impact sur le jeu vidéo euh, du Covid, la période Covid. Hein, quand on parle économie du jeu vidéo, je pense qu'on est obligé de parler de la période Covid parce que ça a été un vrai tremplin pour toute l'industrie, que ce soit au niveau même de l'e-sport, etc. Et, et donc c'est un tremplin, mais qui alors en termes de joueurs, et je le mentionnais précédemment, c'est qu'on a eu beaucoup plus de joueurs, notamment de nouveaux joueurs, parce que des gens ne travaillaient pas et sont mis à jouer aux jeux vidéo. Donc sur cette partie-là, ça a bien évolué, ça continue d'évoluer. Mais sur la partie économique, pour autant, il y a eu un espèce de retour à la normale, hein, comme l'a mentionné Marion, on revient à la normale et d'un seul coup, l'industrie est ébranlée. Bah, après, je- est-ce que l'industrie, en se basant sur les chiffres Covid, ne s'est pas dit, ok, on va continuer, enfin, cette tendance de vidéo, elle s'est accélérée pendant le Covid et elle va se maintenir sur le temps. Tu vois, par exemple, je fais l'analogie et le parallèle avec la course à pied. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé la course à pied pendant le Covid parce que c'était une des solutions pour sortir de chez soi, ou alors fallait avoir un chien et le promener. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé la course à pied et ils ont continué à le faire et ils ont fait des courses, etc. Et quand tu vois le nombre de participants à des Ouais. marathons, à des 10 km, enfin, les dossards, ils se vendent à une vitesse folle. Ça se trouve, les éditeurs de jeux vidéo se sont dit: «OK, on a réussi à saisir beaucoup de gens à ce moment-là, ça va continuer à évoluer, on investit, on recrute, on crée des jeux encore plus gros et on va réussir à avoir un effet boule de neige et à surfer sur cette époque Covid». Et moi, je comprends complètement, quand tu as cette opportunité-là pour, faire encore plus croître ton business, faut la saisir et il faut tester. Malheureusement, les gens, bah, ils ont apprécié les jeux et je pense que ça a fait quand même, découvrir, les jeux vidéo à d'autres gens. Mais, bah, après, ils sont retournés travailler, ils sont retournés dehors et il y avait un vrai plaisir aussi à se retrouver entre humains, après la période Covid. Oui, totalement. Il y a eu un vrai surinvestissement des boîtes pendant la période Covid, où en plus le télétravail s'est vraiment démocratisé, parce que ça c'est un vrai sujet aussi. Hein. Il y a eu Mmh. énormément de télétravail, donc on pouvait recruter les gens à travers le monde sans avoir besoin d'avoir les locaux pour, etc. Et puis finalement, il y a eu cette espèce de petit rétro-pédalage euh, disant, bon, bah, maintenant, il y a moins de télétravail. Hein, on va pour
regarder différentes industries, c'est vrai qu'on a un espèce de système hybride qui est devenu la norme, mais le full télétravail est un peu moins démocratisé. Il y a beaucoup de boîtes, même dans l'informatique, qui ont fait un espèce de retour en arrière. Ouais. Et puis, cette vague de licenciements dont je parlais, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Alors, il y a aussi une autre raison qui est rentrée dans la course, hein, c'est l'IA. L'IA Ouais. aujourd'hui, et notamment sur la communication. Je mentionne Marion parce qu'on en a beaucoup parlé, notamment sur la partie. Elle est dans la com, dans le jeu vidéo depuis des années. Elle a fait toute sa carrière là-dedans. Elle est senior, elle maîtrise son sujet. Et pour autant, elle me disait, si je ne me trompe pas, Marion, corrige-moi si je me trompe, mais pour un poste, il y a 900 CV en moyenne qui sont envoyés. Ah ouais, c'est énorme. Et donc, on est sur un nombre de personnes disponibles sur le marché qui est énorme, des licenciements qui ont été énormes. Et en fait, les gens en viennent même à accepter des postes à un niveau inférieur que leur niveau. Donc, les médiors vont commencer à accepter des postes un peu plus juniors, les seniors à accepter des postes de médiors, ce qui vient finalement faire diminuer le niveau salarial parce qu'on peut avoir un senior aujourd'hui à un prix de quelqu'un qui a moitié moins d'expérience. Donc c'est quand même un signe très négatif, pourtant dans une industrie qui ne cesse de grandir. Donc, est-ce que l'IA a vraiment impacté tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je sais pas à quel point les développeurs utilisent l'IA. Après, moi, je sais que, après, c'est ma conviction personnelle, mais je pense que l'IA doit servir à chaque personne de faire plus de choses, mais ne doit pas servir à remplacer des gens, en fait. Donc, tu vois, si jamais un développeur peut faire ce qu'il faisait en 100 heures, en 50 heures, bah après tu me diras du coup si, enfin, ça peut entre guillemets supprimer un poste. Enfin, dans le sens Oui, où, oui, totalement. euh, dans, 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 dans le sens où je sais pas à quel point, et peut-être que du coup Marion qui est dans le chat, qui bosse dans l'industrie, pourra nous dire, mais à quel point l'IA est intégrée dans la création de jeux vidéo et à quel point elle remplace les emplois. Je ne sais pas ce qu'elle peut nous dire à ce sujet-là, mais c'est sûr que forcément ça doit être intégré vu que ça touche au digital. J'imagine que les boîtes de jeux vidéo sont les premières à intégrer l'IA dans leur process, etc. Euh, Le jeu, enfin, en dehors du développement du jeu vidéo, parce que je pense qu'il l'intègre. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, parce que c'est vrai que j'ai pas échangé avec des développeurs de jeux vidéo. Pour être au quotidien avec des développeurs, tout ce qui est software, site web, etc. Là, oui, c'est devenu. Enfin, voilà, l'IA est extrêmement présente, hein, on en parlait. On avait une réunion d'agence la semaine dernière. On est passé sur certains projets à diviser par deux les estimations grâce à l'utilisation de l'IA. Ah oui, ok. Alors attention, quand elle est bien utilisée, c'est un point important. Notamment, je fais référence à Nestor qui est dans le chat, qui est développeur, qui utilise l'IA et qui travaille dans la même boîte que moi avec Gaël également. Mais l'IA lui permet de faire de grosses économies en termes de développement, mais pas que sur le développement, parce qu'on le voit aussi beaucoup, Marion justement vient de l'écrire, beaucoup d'utiliser l'IA pour tout ce qui est communication. Communication, création vidéo. Je suis tombée sur une pub aujourd'hui de tout ce qui est montage vidéo qui se fait avec l'IA, où en fait, voilà, il y a les shots, tu shootes tes différentes vidéos, tu les mets, et après, l'IA vient t'aider à accorder tout ça à la place d'un monteur vidéo. Donc, Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, c'est sûr que tous les métiers vont changer, encore plus dans les métiers digitaux. Même moi, je sais que dans mon métier de tous les jours, moi j'ai quand même beaucoup d'humains. J'organise des événements pour des chefs d'entreprise, c'est que des humains là-dedans. Mais tu vois, rien que moi, je gagne du temps sur ce que c'est, enfin, sur ma prospection, sur ma relation partenariale aussi. J'arrive à envoyer plus de messages, à créer plus de liens grâce à des automatisations, etc. C'est sûr qu'on va tous devoir prendre le train. Je pense qu'en termes de révolution, c'est une des plus grosses révolutions de ces dernières années et à venir aussi. C'est marrant, moi j'ai changé avec des amis à moi où je me disais, mais c'est marrant parce que
Nous, on n'a pas connu de révolution, tu vois. Nos grands-parents et la révolution industrielle, nos parents, Internet, ils sont nés sur Internet, il y a Internet. Nous, on est nés avec Internet. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là, boum, ça fait 2 3 ans qu'il y a l'IA qui s'intègre partout. Donc, C'est clair que juste mes maintenant, c'est quelque lumières. chose à prendre en place. Attendez, j'allume juste les lumières. On va me voir disparaître bientôt. Mais totalement, oui, ça vient bouleverser. Ça va permettre, alors moi je dis toujours que ça peut avoir un côté positif parce que ça va permettre aussi l'IA à des plus petites entreprises de développer des projets qu'elles n'auraient pas forcément les moyens de développer avant. Quand tu dois mettre 100 000 euros dans un projet et que finalement bah, il va t'en coûter que 50 voire 40, que tu dois me faire en 6 mois. Donc on va potentiellement vers une industrie qui va s'accompagner de l'IA, qui va permettre de créer des jeux plus rapidement, avec moins de budget aussi. Mais est-ce que, bon, il y a toujours cette question, est-ce que les jeux vont continuer de plaire aux joueurs avec l'IA? Bon, c'est la discussion qu'on a vue dans l'émission à ce sujet-là, sur l'impact de l'IA avec Steven. Pour faire le parallèle un peu avec l'e-sport, parce que moi j'ai assisté à une conférence, c'était il y a deux... C'était en 2024 ou c'était il y a 2 ans, en Andorre, avec voilà, des intervenants de, de l'industrie de l'e-sport, et notamment des personnes de chez HLTV, où on parlait de cette économie dans l'e-sport, où on a l'impression que c'est une espèce de bulle qui ne cesse de s'accroître et qui risque de péter. Et on a vu des boîtes faire un espèce de rétro-pédalage dans leur croissance pour se restructurer. J'ai cette impression, et tu vas me dire ce que tu en penses, qu'on est vers une industrie qui continue de grandir, mais qui s'est ralentie pour restructurer parce qu'elle a grandi trop vite. Et donc, c'est mal développé avec un modèle qui est instable et qui doit être repensé. Bah, moi, je te rejoins carrément là-dessus. L'e-sport, concrètement, ça fait, enfin, que ça se développe professionnellement, en disant que ça fait peut-être 15 ans. Le Covid, c'était vraiment une aubaine pour l'e-sport, dans le sens où toutes les compétitions se sont arrêtées, sauf les compétitions de jeux vidéo. Les gens faisaient que ça, regardaient des streams, commençaient à s'intéresser, etc. Il y a eu aussi toute une période de levée de fonds entre, on va dire, 2018, 2022, 2023, où là, les clubs levaient des sommes et c'était fou. Je me rappelle, j'avais fait un tableau récapitulatif et c'était des centaines de millions d'euros levés en France, aux États-Unis, un peu partout. Sauf que là, on arrive, disons, 10 ans après toutes ces levées de fonds. Bah, les investisseurs, au bout d'un moment, quand tu as mis plusieurs millions sur la table, bah, tu te demandes, tu poses une petite question, voir où ça en est. Et bah, quand tu as toujours autant de difficultés à générer des revenus, à trouver un équilibre et surtout à trouver un modèle, tu parlais de modèle, bah là, c'est le moment où il faut commencer à rationaliser, à se dire, bon, bah, je ne peux pas être sur tous les jeux, je vais devoir me focaliser là-dessus, réfléchir comment générer de revenus. Donc c'est pour ça que toutes les structures, elles commencent à créer des projets à droite à gauche, à droite à gauche, des agences, d'autres produits, parce qu'il y a vraiment ce besoin de créer un modèle, générer des revenus. Et je reviens sur le Covid. Moi, j'ai vu des decks de présentation de l'e-sport avec bah, un pic de viewers au niveau Covid, ce qui s'explique avec le fait que tout le Oui, monde est chez forcément, soi. oui. Et tu vois les années d'après, ils ont l'impression que ça va continuer à grandir, que ça va devenir un truc énorme, ça va dépasser la NBA, etc. Enfin, et je pense qu'il y a des énormes deals qui se sont signés sur des decks qui étaient complètement frauduleux et les gens le savaient, mais enfin, ils ont réussi à faire passer ça comme ça. Donc je pense que là, on a un retour au réel. Les levées de fonds, c'est fini. Les chiffres du Covid, c'est fini. Et il est temps de trouver un vrai modèle pertinent. Il y a des clubs qui commencent petit à petit à s'orienter dans la bonne direction. Il y a d'autres clubs qui meurent. On en parlait aussi des éditeurs, mais chez les clubs aussi. Il y a des clubs qui licencient et ça, c'est terrible aussi. Juste pour qu'on Euh, comprenne bien, est-ce que tu peux nous rapidement nous expliquer aujourd'hui pour les clubs, enfin dans l'e-sport, c'est quoi le modèle économique le plus courant? le modèle, disons, classique, il est sur trois piliers. Il y a les revenus des éditeurs, il y a le merchandising. Donc les revenus des éditeurs, c'est dans le sens où si tu participes à une ligue, tu es en LEC par exemple, donc la Ligue européenne de League of Legends, tu as payé ton slot, mais en échange, tu as un pourcentage de revenus reversé par la ligue
qui est garantie. Et en même temps, ils ont aussi implanté des achats in-game avec des emotes, donc des petits sortes de smileys au nom du club et un pourcentage de ces revenus tirés de ces emotes-là est reversé au club. Donc en gros, c'est un deal entre l'éditeur et le club pour qu'il récupère une partie des revenus. Ça, c'est la partie éditeur, donc on va dire que c'est à peu près 30%. Là, c'est vraiment global en fonction des Mhm. clubs, en fonction de plein de choses, c'est différent. Mais voilà, il y a une partie éditeur. Une autre partie merchandising, là, les clubs qui vendent des maillots, qui vendent des produits dérivés, un peu comme un club de sport. Et donc, il y a des clubs comme la Carmine Corp où cette partie merchandising est beaucoup plus grosse que dans des clubs dits plus classiques, parce qu'ils ont une grande fanbase, etc. Et le troisième pilier, c'est le sponsoring. Comme un club de foot, les clubs e-sport sont sponsorisés, donc avec des logos sur les maillots, des activations, des joueurs dans les vidéos qui présentent les produits, etc. Ce qui est assez intéressant dans l'e-sport, c'est que les sponsors, certains clubs adaptent les sponsors en fonction de leur audience. Je prends l'exemple de Vitality, où l'équipe Rocket League de Vitality, elle est sponsorisée, enfin, Vitality est sponsorisée par Magnum, en gros, Mhm. l'entreprise derrière Magnum, la glace. Mais en fonction de son équipe, c'est pas la même marque de glace qui va être mise en avant. Rocket League qui touche plus les jeunes, et bah, c'est la marque, je crois, c'est Twister, donc c'est une petite glace colorée pour les enfants. Et l'équipe League of Legends, c'est Magnum, la marque de Magnum qu'on connaît tous. Donc il y a vraiment cet intérêt qui est pertinent dans l'e-sport, c'est que tu sponsorises un club et tu focalises en fonction des audiences et des segments la marque que tu souhaites mettre en avant. Et donc, tu disais, Et, ce modèle-là, aujourd'hui, il est repensé par les structures. On a K-Corp que tu as mentionné, qui sont arrivés et qui ont un peu cassé les codes, notamment avec une fanbase qui est très impliquée, avec ils ont le respect de COP, comme on pourrait, si on fait le parallèle avec le foot, mais qui est hyper développé, à louer des arènes. C'est Bercy qu'ils avaient pris, non, non, c'est l'Accor Arena, c'est ça. bah alors oui, ils avaient fait le KCX là-bas. Après, Voilà, ils ont les arènes aussi qui à Évry-Courcouronne où ils c'est ont leur leur stade arène, résident. voilà. Ouais, Donc ils ont vraiment développé tout un truc autour de leur communauté. Bon, aussi parce qu'il y a des créateurs de contenu, ça a été créé notamment par des créateurs de contenu, un peu comme M8, où là, ça apporte quand même, demain M8, c'est quand même la communauté de Squeezie qui arrive et qui n'est pas des moindres. c'est Est-ce clair. que tu penses que les clubs, ils sont dans l'obligation maintenant d'aller vers ce genre de modèle pour survivre? Moi déjà, je pense que d'ici peut-être 5 ans, grand max, on va vraiment avoir une réduction des clubs e-sport en termes de nombre. Encore aujourd'hui, peut-être tous les 6 mois, on apprend qu'un club ferme ou un club qui a des grosses difficultés financières. Il y a beaucoup de clubs qui sont présents aujourd'hui, qui ont été sauvés par un deal de sponsoring en particulier ou quelque chose de voilà, un peu miraculeux, quoi. Donc il y a vraiment cette difficulté de la part des clubs. Donc je pense que le modèle des créateurs de contenu, il est très bien parce que ça te permet de bénéficier de cette fanbase-là, parce que cette fanbase, elle est primordiale. Si tu n'as pas de fanbase, ton club, il vaut rien techniquement, parce que tu peux pas vendre de maillots, tu peux pas avoir des personnes qui achètent tes skins in-game et du coup qui te génèrent des revenus, et tu peux pas vendre une audience à tes sponsors. Donc, là, arriver avec un créateur de contenu avec une énorme fanbase, et bah là, tu signes des sponsors tout de suite. On a vu Gentlemates, ils ont très vite été sponsorisés par Volvic, par Alpine, en plus par des marques qui sont non Ouais. endémiques. Donc, ça, c'est complètement dingue, tu vois. Donc, je pense pas que ça soit le modèle unique, mais c'est un des modèles qui va permettre au club de survivre. Les autres modèles, pour moi, c'est vraiment lié à la performance, lié à des clubs qui sont là depuis longtemps et qui arrive à avoir une place au-delà d'un club e-sport. Ça sera un club digital, tu vois, avec peut-être des agences de créateurs de contenu, des créateurs de contenu associés, enfin vraiment tout un écosystème autour de ça et qui se serviront de l'e-sport pour promouvoir leurs propres produits, tu vois. Squeezie, bon, si on reprend Squeezie, lui il fait ses vidéos pour promouvoir sa marque de boisson. Et ben, on aura, je pense, des clubs e-sport qui, pourquoi pas, sur leur maillot, auront le nom de leur agence ou je ne sais guère, mais il y aura vraiment un écosystème et pas seulement l'e-sport qui va être là. Oui, c'est vrai que maintenant, les clubs se tournent aussi vers d'autres activités, d'avoir
les créateurs de contenu, bon, on en parlait hein, pour les jeux tout à l'heure, mais les clubs ont aussi des créateurs de contenu hein, avec qui ils travaillent, qui sont des espèces d'ambassadeurs, qui des fois vont caster les matchs de certaines équipes, puis des fois vont juste porter les couleurs de la structure pour gagner un peu en visibilité. On voit aussi apparaître des académies, beaucoup d'académies. Je crois que c'est FaZe qui a annoncé son académie Ouais. récemment. Les académies qui sont finalement des choses qu'on voit beaucoup plus dans le sport traditionnel, notamment dans le foot, où là, les académies, on commence à 6 ans. Et dans les gros clubs de foot, je prends les clubs en Angleterre par exemple, à 6 ans, les joueurs sont en académie. Vers 8 ans, on signe les premiers contrats et on fait monter les joueurs petit à petit avec des vagues de renouvellement ou de départ en fonction des années. Euh, Ce système d'académie, ça permet maintenant aussi aux organisations d'avoir leur vivier de joueurs, alors pour les faire monter, mais pour les vendre. Hein, on l'a vu avec Navi Junior, qui sont passés chez FUT, qui ont été un très très bon recrutement chez FUT. Pour toi, ça fait partie des... Est-ce que ça fait partie des activités qui aujourd'hui peuvent apporter un revenu supplémentaire pour les orgs? Ouais, moi je pense carrément encore plus sur Counter-Strike où vraiment c'est un modèle dans les clubs e-sport. Je pense que sur les autres clubs, c'est différent vraiment d'aller à fond dans ce modèle-là. Tu as raison, ça peut être un bonus de vendre un joueur. Mais sur Counter-Strike, c'est vraiment utilisé comme modèle par certains clubs. Je m'en rappelle, à une époque, c'était Anthropic qui faisait ça, qui ont fermé depuis. Mais récemment, c'est Heroic. Heroic, j'ai l'impression qu'ils vendent un corps de joueurs tous les C'est 3 vrai. mois. Ils vendent, et puis ils prennent 1,5 million à chaque fois et c'est reparti, on refante avec des joueurs. Donc moi je pense que c'est vraiment un modèle qui est pertinent sur Counter-Strike. Et, euh, et c'est à travailler, tu vois. Spirit, je sais plus combien ils ont d'académie, ils en ont 4 ou 5. Ils ont signé un joueur qui est super jeune. Enfin, il y a vraiment, vraiment quelque chose sur Counter-Strike qui peut s'étendre sur plusieurs jeux. Mais je pense que Counter-Strike est vraiment en avance sur ce point-là. Et moi, je trouve ça très bien. Jusqu'à combien les montants de transfert vont monter, je sais pas. Mais bon, il y a deux, trois acteurs qui dérèglent un peu le marché. Mais bon, Mais c'est vrai. Mais pour autant, alors on pourra les aborder, ces acteurs qui viennent dérégler le marché, mais pour autant, par exemple, Vitality n'a toujours pas son académie sur CS. Ce qui étonne tout le monde attend, alors des contrats ont été à peu près signés, etc. Est-ce que du coup, il y a d'autres moyens de diversifier les activités plutôt que de passer par ces académies et ces viviers qui, de mon point de vue, sont par beaucoup d'orgues quand même pas mal délaissés. C'est si ça performe, c'est bien. Si ça performe pas, bon, ils n'ont pas coûté si cher que ça. C'est pas grave. moi, je vois très bien, enfin, moi, ce que tu disais sur les académies en introduction du sujet, ça te permet, soit tu fais monter tes joueurs et du coup, tu économises le prix d'un transfert, soit comment dire, tu les vends et du coup, bah, tu récupères des sous dessus. Le modèle de l'académie, pour moi, il devrait vraiment être repris par d'autres orgues. Alors pourquoi Vitality lance pas leur académie? Je pense qu'ils auraient aimé depuis très longtemps, enfin au moins quelques mois, la lancer et l'officialiser. Et bon, après, je suis pas dans le secret des dieux. S'ils l'ont pas fait, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Mais concernant d'autres modèles, sur Counter-Strike ou ailleurs, moi j'aime bien le principe d'événement, de créer un peu du physique dans le Mhm. digital, dans le sens où euh, tout se passe sur Internet, les gens échangent sur Internet, etc. Mais quand on fait des événements physiques, euh, on peut perdre un peu de cette toxicité parfois qui existe sur Internet parce que bah, les gens se voient en vrai et on voit que ça apaise vraiment tout. Ça permet au club de fidéliser ses joueurs pour avoir un lieu où ils se rencontrent. Je ne sais pas si tu as vu Mouse, ce qu'ils avaient construit. Ils ont une mini arène où il y a des gens qui peuvent se, Ok. se retrouver. Et c'est aussi l'occasion de générer des revenus. Tu peux vendre un peu de merch pendant tes événements, pendant tes viewing parties. Tu peux faire des activations de sponsoring sur la Ligue française de League of Legends. Il y a un club qui fait très, très souvent ça. Il était sponsorisé par Deliveroo. Et donc, en fait, toutes les viewing parties, Deliveroo, eux, ils fournissaient la nourriture. Donc, les gens ne payaient rien, c'était gratuit. Et en même temps, Deliveroo était mis en avant et il y avait vraiment du gagnant-gagnant dans le partenariat.
Je sais pas, ça te permet même, imaginons, tu veux signer un deal de sponsoring avec une marque de voiture, tu mets une voiture en exposition. Je sais que tous les concessionnaires ils sont contents d'exposer leur voiture. Enfin, vraiment, le physique pour moi, il n'est pas encore assez exploité comme source de revenus pour les clubs, alors que c'est souvent quelque chose qui fonctionne quand il est testé. Alors après, évidemment, il faut les équipes pour mettre ça en place, etc. Mais moi, j'irais bien plutôt sur cette partie événementielle pour développer les sources de revenus. Et pourtant, on voit. C'est vrai que par exemple pour le foot, je refais le parallèle avec le sport, hein, mais tout ce qui est physique est quand même très développé. Les ventes de maillots, ça rapporte énormément. C'est une grosse source de revenus. Moins côté e-sport. Je sens que bon, les gens ont leur maillot, mais ça ne génère pas autant de revenus. Mais on voit, pour autant, j'ai l'impression que le sponsoring reste quand même majoritairement une source de revenus essentielle aujourd'hui pour les orgues. Et bien qu'on essaye de sortir, on voit qu'elles essayent toutes de sortir de ce système où le sponsoring les fait vivre, mais on a l'impression qu'elles n'y arrivent pas et on rajoute des sponsors encore et encore, avec des sponsors des fois qui changent d'année en année et certains enfin, les joueurs en ont partout, ça fait, ils font des vidéos à tout va. Il y a même des Ouais. sponsors individuels. Est-ce que tu penses qu'elles peuvent réussir à sortir de cette dépendance qu'elles ont aujourd'hui avec les sponsors? Moi, je pense que, elles doivent forcément ne pas être trop dépendantes, des sponsors parce qu'évidemment ton sponsor s'en va ou quoi que ce soit et bah, là, ça met en péril le club. Néanmoins après, faut vraiment, garder le sponsor dans ses sources de revenus. Pour moi, faut le chérir, faut l'aimer, faut le considérer. Enfin, il y a aussi parfois des sponsors qui sont mal vus, alors quel que soit le secteur d'activité, hein, quelle que soit l'image qu'a ce secteur d'activité. Mais parfois, le sponsor peut être un peu considéré comme le diable. Voilà, bon, bah, c'est chiant, les joueurs doivent faire des photos, les joueurs doivent faire ça. Pour moi, il faut vraiment le voir comme un partenaire. Le sponsor, il paye tes joueurs que tu adores, il paye le staff qui s'occupe de tes joueurs, il paye. Enfin, le sponsor, c'est vraiment un allié du club qu'il faut considérer comme un allié du club. Et il ne faut pas forcément vouloir le voir disparaître ou voilà, ne pas l'aimer. Alors après, évidemment, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment que ça soit une plus petite partie. Euh, et le problème de mes monologues comme ça, c'est que derrière, j'oublie le début de la question. Non, non, je disais, est-ce que pour toi, les orgues vont pouvoir un jour réussir à sortir de cette dépendance qu'elles ont aujourd'hui avec les sponsors? Je pense qu'il faut qu'elle sorte. Euh, Celles qui vont y arriver auront de l'avance, tu vois. Je sais qu'il y en a qui tentent des choses. Là, je pense qu'on est vraiment dans une période d'expérimentation. Il y a G2 qui est en Kings League en Allemagne, des clubs comme Furia aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, ils tentent plein de choses, à voir comment ça prend. Mais je pense quand même que le sponsor aura toujours une part importante dans la source des revenus des clubs. Et si on prend le parallèle avec le sport traditionnel, c'est le cas encore en football. Alors eux, ils avaient le problème des droits TV aussi en France, mais Oui. enfin, je pense que ça va rester, ils vont rester quand même bien présents dans l'e-sport. Alors après, dans le foot, il y a quand même une grosse aide aussi de la part de la Ligue. Euh, je prends l'exemple de l'Angleterre, hein, on est sur des centaines de millions quand les clubs sont en première ligue. De même, par exemple, quand un club de première ligue descend en deuxième division, il reste quand même avec un plus gros budget fourni par la ligue que les autres clubs de deuxième division, ce qui fait que c'est comme ça qu'il remonte plus facilement. Mais il y a quand même un support économique qu'on retrouve qui est quand même moindre. Je prends l'exemple de Counter-Strike. Oui, il y a des revenus chers aujourd'hui avec les clubs, mais ça reste quand même minime quand on voit le salaire de certains joueurs. Ça ne vient pas couvrir le salaire. Et tu le mentionnais tout à l'heure, on a aujourd'hui des acteurs aussi qui viennent perturber un peu l'économie, notamment avec l'arrivée, alors, même si ça fait maintenant quelques années, mais la montée en puissance, on va dire, de l'arrivée de l'Arabie saoudite sur le marché et qui là vient complètement dérégler l'économie. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir un impact qui va vraiment mettre une fracture dans ce système économique? Moi, je pense que en dehors de toutes les problématiques qu'il peut y avoir derrière le royaume saoudien, etc., les droits de l'homme et tout ça, l'impact de l'Arabie saoudite dans l'e-sport, pour l'instant, elle est plus positive que négative.
Je sais, moi, de sources sûres que l'eSport World Cup, avec les millions engagés dans l'eSport World Cup, ont sauvé des clubs Ah oui, qui oui. participent à cette compétition. Et certains clubs ne seraient plus là aujourd'hui, bah, comme vient de le dire, s'il n'y avait pas cette compétition-là. Des clubs comme Vitality budgétisent dans leur budget annuel, ok, on aura tant de eSport World Cup, il faut qu'on fasse minimum, disons, top 8 pour être dans nos objectifs. Et voilà, il y a vraiment ce côté, ce budget qui est, et ces revenus qui sont, disons, attribués par l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est sur le marché des transferts, des joueurs, des joueurs qui ont rejoint Falcon sur CS à des sommes complètement dingues. Après, c'est le cas aussi sur d'autres sports. Le problème, c'est en termes de fair play. Nous, on n'a aucun fair play financier, on n'a pas de choses comme ça qui permettent de réguler un petit peu l'impact de superpuissance comme ça. Alors, tu as quand Moi, même, ce qui. pardon, je te coupe, mais tu as quand Ouais, même les éditeurs qui régulent. Par conscience, on parlait de l'eSport World Cup, par exemple. Valve a mis un stop à l'eSport World Cup en termes de cash price sur Counter-Strike. ok, Voilà. On sait que Valve, bon, on a l'impression qu'ils s'en foutent, mais ils suivent quand même. Il y avait plusieurs millions qui étaient proposés en termes de cash prize, beaucoup plus que l'on n'en a jamais eu sur un tournoi, ne serait-ce qu'un major. Même quand il n'y avait pas eu de major pendant la période Covid, il y avait eu un prize money qui avait été plus important, il y avait eu 2 millions sur le major suivant. C'était supérieur, bien supérieur à ça. Et Valve a dit, si vous faites ça, on ne vous suivra pas en termes de licence. Donc il y a quand même un certain ok. contrôle sur les prize money, mais effectivement sur les transferts, ce n'est régulé par personne. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu faites comme vous voulez, et c'est entre les clubs. Ouais. Ouais. Et est-ce que Valve avait mis un stop par rapport au point VRS du coup? Parce que du coup, ça veut dire que les Sport World Cup auraient donné trop de points VRS vu qu'il y avait un gros cash prize? C'est parce qu'ils voulaient principalement que ça reste, que le major reste un des Oui. tournois les mieux payés, les mieux rémunérés en termes de prize money. Même si maintenant on a quand même beaucoup de tournois qui sont aux millions aussi en termes de Mm. prize money, mais là on était bien trop élevé. Ouais, 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 c'est clair. Bah, après avoir, moi ce qui me fait peur surtout, c'est au moment où l'Arabie Saoudite va dire, bon bah finalement, nous, l'e-sport en termes de soft power, c'est pas aussi efficace que le football, c'est pas aussi efficace que la Formule 1, on arrête. Bah, dans ce cas-là, je pense que les dégâts seront vraiment gros dans l'écosystème. D'où l'intérêt de ne pas non plus. Enfin, c'est un équilibre. D'un Mm. côté, tu ne veux pas être dépendant de l'Arabie Saoudite, mais de l'autre côté, tu peux pas t'asseoir sur 8-10 millions qui tombent à chaque eSport World Cup, quoi. Donc, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre, participer à des compétitions, tout en assurant ses arrières, à se dire, bon, bah voilà, si jamais on perd l'eSport World Cup, faut pas qu'on soit non plus dans le rouge. Ouais, bah c'est une espèce de diversification hein, finalement qu'il y a à faire en termes de revenus pour d'une ne pas dépendre que des sponsors parce que bah, tu l'as dit, il y a des clubs, même les plus gros clubs au monde aujourd'hui qui ont déjà tremblé parce que un sponsor menaçait de partir et que s'il perdait ce sponsor-là, l'équipe ne pouvait plus survivre, on va dire. Hein. C'est que ça a impacté le club économiquement de manière irréversible. Et cet eSport World Cup, par exemple, tu disais que les équipes budgétisaient, mais je me rappelle de la première saison de l'eSport World Cup où nous on avait des clubs qui nous contactaient parce que ils allaient même chercher des joueurs sur des petits jeux Ouais, pour essayer de gratter un maximum de points. Et donc en fait c'était on tente le tout pour le tout, on prend même des jeux qu'on n'a pas, on signe des contrats pour la période de l'eSport World Cup. Donc on était à ça, de dire on te signe un contrat pour l'eSport World Cup pour que tu nous rapportes des points. Toi, ça te fait de la visibilité aussi, tu peux performer, mais on voit si tu as performé après l'eSport World Cup, on peut peut-être renouveler le contrat et sinon, ça s'arrêtera là. Donc, on était vraiment à investir euh, côté organisation pour avoir un retour sur investissement qui peut, grâce aux millions, il y avait combien 70 millions au total ouais, la c'est ça. précédente, Ouais. qui peut être assez considérable. Bon, c'est Falcons qui remporte ces 2 années, non
Les 2 saisons, ils Oui, ont je crois que oui, ça fait 2 ans. Ouais, ça fait ouais, les 2 ans. 2 saisons, ils ont remporté donc bon, l'argent reste à la maison principalement. Ouais, c'est ça. Mais bon, La boucle est c'est bouclée. c'est ça. Mais oui, je pense qu'il faut, que les clubs aillent vers, quelque chose de très équilibré pour éviter justement une dépendance d'un côté ou de l'autre en diversifiant leurs revenus et en s'ouvrant à d'autres types de revenus tels qu'avec les académies où on le voit aussi avec certains qui ouvrent des agences, tu en parlais, Ouais. l'ouverture d'agences qui permettent aussi vers de la création de contenu, etc. Bah, on en avait même, enfin, aux États-Unis, qui avaient lancé des marques de boissons, des sites internet de suivi, tracking de stats, quand tu joues par exemple à League of Legends. Il y a aussi Fnatic avec leur marque de périphérique, qui eux, en fait, en précurseur, ils sont diversifiés assez tôt avec leur marque de périphérique. Mais par contre, je crois que j'ai vu qu'ils l'avaient vendu récemment, là, enfin, il y a peut-être moins d'un an. Donc l'intérêt aussi quand tu crées des assets supplémentaires, c'est que bah, en fait, tu peux t'en servir de source de revenus, mais aussi si tu as besoin d'une rentrée de cash pour X ou Y raison, tu peux vendre cet asset-là sans qu'il soit rattaché à ton club en fait. Mhm. Donc ça, c'est aussi l'intérêt. Et est-ce que tu as vu ou tu vois actuellement une différence de gestion économique en fonction du pays ou du continent? Alors c'est assez particulier. En fait, en fonction aussi des pays, les coûts sont pas les mêmes. Après ça, toi tu le connais sur CS, des joueurs, d'Europe de l'Est sont beaucoup moins chers que des joueurs Oui. européens, américains. Donc pareil, par exemple, une équipe, Team Spirit, coûte moins cher qu'une équipe Team Liquid, mais le niveau n'est pas du tout le même, enfin tu vois? Parce qu'en fonction des zones. Hem, D'un point de vue occidental, donc Amérique du Nord et Europe, on est à peu près sur, comment dire, sur la même feuille de route où on fait attention, on se développe, mais on fait vraiment attention. Moi, je vois beaucoup de jeux mobiles et de clubs focus sur les jeux mobiles qui accélèrent énormément. J'avais vu récemment, c'est Wolves Esports qui ont inauguré leur stade en Chine, sachant que c'est un stade dédié à leur équipe sur Honor of King, qui est un jeu mobile. Enfin, moi, je trouve ça Ok, waouh. complètement dingue. Non, mais c'est dingue que un club construise un stade pour une équipe en jeu mobile, tu vois. Donc, il y a vraiment une grosse économie jeu mobile qui se développe en Asie. Moi, je suis convaincu que les clubs occidentaux doivent aller sur ce créneau-là pour aller toucher cette cible-là qui est jeune, qui aime l'e-sport et qui est immensément peuplée. La Chine, l'Indonésie, l'Inde, les Philippines, tout ça, c'est pour moi le futur berceau de l'e-sport. Et là, il y a des investissements à faire. Selon moi, bon, on avait vu Vitality qui avait racheté Bigetron, Oui. une structure 100% mobile. Donc, de ce côté-là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire et les investissements doivent être plutôt positionnés là-bas pour moi. Je dirais qu'il y a cette possibilité aussi, bah, comme l'a fait Vita, hein, finalement, de racheter une autre entreprise qui est une autre orgue, sans la nommer avec sa propre marque, sans la brander au nom de Vitality, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se Ouais, fait. Et tu l'as ouais, mentionné. et même à vendre, c'est plus facile. Oui, oui, Bigetron se développe, après, derrière, ils en veulent plus, bah, ils le vendent, et puis c'est plus simple aussi. Parce que, comme tu le mentionnais, quand c'est pas sous ton nom à toi, en plus, tu perds pas toute la fanbase parce que bah, d'un coup, tu es fan de Bigetron et d'un coup, c'est Team Vitality. Bon, bah, c'est plus compliqué à se rattacher oui, aussi. totalement. Ah, c'est vrai qu'on parlait de la communauté, elle s'attache, elle se lie à un club, bon, à des joueurs aussi, mais souvent c'est un attachement à un club en particulier plus qu'à des joueurs, j'ai l'impression, hein. Vraiment un peu comme au Carrément, foot. ouais. Tu le disais aussi, et c'est un point que j'aimerais qu'on aborde, c'est beaucoup de clubs ferment. On a parlé des licenciements avant dans le jeu vidéo et dans le côté e-sport, c'est aussi la fermeture de beaucoup de clubs qui n'arrivent pas à tenir, qui n'arrivent pas à se maintenir économiquement. On entend pas mal d'histoires de joueurs qui ne sont pas payés depuis des fois des années. Malheureusement, je connais bien la situation. Mm. Et on le voit encore maintenant. On pensait que c'était quand même assez rare et finalement non, on voit de plus en plus des joueurs qui ne reçoivent pas leur salaire, qui sont en attente, qui communiquent sur les réseaux un peu désespérément parce qu'ils espèrent que ça va faire changer les choses.
À quoi c'est dû tout ça? Pourquoi est-ce que ça devient de plus en plus compliqué, j'ai l'impression, pour les petits clubs de survivre dans cette économie? Moi, je pense que la base de la base, c'est l'e-sport a été créé par des passionnés de jeux vidéo, de compétition. Le club a grandi, a recruté, etc. Ça est monté en puissance. Mais la base de la base, du coup, les gens à la tête de ce club qui est devenu gros, c'est pas des gestionnaires d'entreprise, c'est pas des financiers, c'est pas des experts du marketing. Enfin, tu vois, on a eu une partie, un moment où on a quand même des gens très haut placés dans des clubs avec des gros enjeux, mais qui de base ne viennent pas avec de, qui ne viennent pas d'un monde avec les compétences qu'ils ont besoin pour gérer un club comme ça. Donc je pense que du coup, ça a dû amener à plein de choses problématiques, des choses qui étaient mal gérées, etc. Donc je pense que ça peut expliquer aussi les problèmes économiques. Deuxièmement, les clubs, ont des coûts de fonctionnement qui sont énormes. Euh, je crée complètement une différence entre les joueurs pas payés et les salaires des joueurs. Ok. Pour moi, il y a aucun lien entre les deux. Non, mais je veux dire, pour introduire ce que je vais dire, mais les salaires des joueurs sont XXL et représentent une part énorme les, dans les charges des clubs. Parce que bah, tu le disais, il y a une surenchère pour attirer les meilleurs joueurs, etc. Sauf que bah, derrière, sur une équipe qui coûte 1 million d'euros par mois, faut pouvoir pouvoir tenir 12 millions sur l'année. Hmm. Donc je pense que ça, certains clubs misent, mais par exemple, tu vois, sur CS, certains clubs misent sur une qualif major, ils se qualifient pas, c'est une catastrophe. C'est une Bah, c'est catastrophe. ce qui s'est passé avec Hit hein, à l'époque, pour avoir été vivre ça en interne. Hit bah, misait tout sur sur la qualification en major. Ouais, Après le recrutement de Jax et finalement la qualification ne s'est pas faite et là bah, ils se sont complètement écroulés économiquement, liquidation de l'entreprise quelques mois plus tard. ouais, Bon, ils avaient déjà des mois de retard de salaire également, mais bon voilà, ils misaient vraiment sur ça avec les stickers hein, pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat, on parle de la qualification major non pas uniquement par rapport au prize money ou au revenu share ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui rapporte beaucoup pour le major, c'est la partie euh, oh, stickers. Pardon, je cherchais le mot, je pensais aux skins, mais stickers. Où là, oui, on a beaucoup d'argent. Il y a les stickers individuels et les stickers équipes. Et en fonction des majors, ça peut rapporter pas mal. Là, je regardais justement pour l'IEM Rio qui est en cours. Où on a des revenus chers. Hein, maintenant, ce qui est devenu la norme un peu sur CS, d'avoir une part des ouais. revenus qui est reversée au club. Si on prend le revenu cher pour le premier, c'est 170 000 $. Ouais, Si on prend la charge salariale plus, parce qu'attention, on a les salaires de base, mais on a toutes les primes. mm, Donc les primes en fonction de la place, est-ce qu'on a gagné, est-ce que le joueur a fait MVP, voilà, il y a tout un tas de primes qui se rajoutent. Donc les salaires sont souvent à ce niveau-là complétés par plein de primes qui s'ajoutent. 170 000 $, ça va couvrir potentiellement un joueur sur 5. Voilà, à d'accord. ce niveau-là, ça couvre pas deux joueurs. Et donc, on est sur bah, des revenus qui, même si l'équipe gagne, qui sont quand même moindres et qui ne couvrent pas la charge salariale. Bah, je pense que déjà, moi, je trouve ça très très bien que les organisateurs aient développé ce revenu cher parce que mis bout à bout, avec tous les Mhm, tournois, etc., ça représente quand même une somme bien sûr. conséquente, ce qui évidemment couvre pas les salaires, mais au moins ça participe à financer une équipe sur Counter-Strike. Même j'avais vu la roadmap de PGL 2027-2028, je crois. Enfin, vraiment, c'est bien Oui. détaillé. Il y a vraiment un travail qui est fait sur ce sujet-là, donc ça, c'est vraiment cool. Alors après, évidemment, ça couvre pas les salaires. Et sur CS, on a quand même l'écosystème qui est abondé par des sponsors betting, des sponsors gambling, et enfin, du coup, le betting rentre dedans. Et ça fait partie de tout cet écosystème qui fait monter les coûts aussi. Donc, par exemple, quand Vitality a signé Stake,
ils savaient très bien qu'ils allaient prendre un retour de flamme de la communauté parce que bah, Stake, c'est du gambling, faut faire attention, etc. Enfin, il y a pas mal de warnings à mettre autour. Néanmoins, le club, il s'est posé, il s'est dit, OK, moi, j'aurais jamais une aussi bonne équipe sur Counter-Strike que maintenant. J'ai potentiellement la meilleure équipe de tous les temps sur Counter-Strike maintenant. On gagne tout, je suis au top de la visibilité. Pourquoi je refuserais un deal comme ça qui permet de payer mon staff, de payer mes joueurs, de payer mes infrastructures, d'investir, de voir le plus loin. Enfin, il faut se mettre aussi à la place des clubs qui, tous les ans, se demandent comment rentrer dans leurs frais. Ah bah Donc pour totalement. moi, il y a vraiment encore une fois, les sponsors qui aident les clubs à rester à l'équilibre, de pouvoir investir sur le jeu. Et moi, si on fait un petit aparté sur la partie gambling, pour moi, les sponsors, enfin les clubs ne doivent pas s'interdire de travailler avec des entreprises qui font du gambling, des marques qui font du gambling. Néanmoins, il faut accompagner ça de prévention, de, d'explication, d'aide, etc. J'avais vu, je crois, Team Liquid, j'ai peur de dire une bêtise, mais un club qui avait accepté oui, c'est ça, ils avaient accepté Dual Beats, je crois, qui est du gambling. Et à côté, ils avaient une page sur leur site internet où ils expliquaient le gambling, attention, si jamais il y a un problème, appelez ce numéro-là, vraiment toute une prévention qui est avec. Et bon, bah voilà, ça fait passer un petit peu la pilule pour éviter que les plus vulnérables tombent aussi dans ce qui peut être de l'addiction, etc. C'est vrai qu'on parle du gambling, même tout ce qui est skin, et on voit même maintenant tout ce qui est paris avec Winamax qui se développe. T'avais fait un post hein, sur ça, il me semble, Ouais, sur ouais, ouais. En plus, Winamax récemment. ils arrivent dans l'écosystème Riot, sur Valorant, sur LoL. Vraiment, tous les écosystèmes maintenant s'ouvrent au betting. Et sont des, on va dire, des acteurs, mais aussi des domaines, tout ce qui est skin et paris, bah, qui aujourd'hui rapportent beaucoup à l'industrie, qui permettent hein, de faire vivre sur la scène CS. Aujourd'hui, si on enlève les skins, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne vivraient plus du jeu vidéo. Notamment, ça se voit beaucoup avec les créateurs de contenu. C'est de l'argent pour les créateurs de contenu, euh, tout ce qui est skin, donc que ce soit LKs, des skin clubs, ou même des trade it, etc. C'est de l'argent qui peut se faire assez rapidement et facilement pour les streamers ou pour même des joueurs qui streament de temps en temps. Et donc ils apportent une vraie plus-value à la scène, bien que controversée, parce qu'il faut faire attention, etc. Ouais, 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 c'est clair. Après, tu vois, on refait parallèle, si on refait le parallèle au football, la Première Ligue, bon, ils ont mis des choses en place, mais pendant des années, des années, des années, la grande majorité des sponsors front shirt sur les maillots étaient du betting. Et il y a des enfants qui sont dans les stades, qui voient des sponsors comme ça. Je dis pas que c'est parce que ça existe que c'est bien, mais je dis juste que c'est pas un drame que ça arrive dans les sports. Et il faut accompagner ça avec de la prévention et plein de choses avec. Mais voilà, pour moi, c'est pas à proscrire absolument et à 100%. Oui, bien sûr, non, non, il n'y a pas. C'est pas un truc à interdire pour moi parce que ça apporte tellement aujourd'hui. C'est à encadrer, bien évidemment, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est indispensable. Alors je sais que Valve avait limité justement la promotion de ces marques-là. J'avais pas regardé en détail, j'avais vu un petit peu, ça va impacter certains clubs où Valve était un petit peu contre tout ce qui est euh, site de case opening. Bon, comme Twitch par exemple n'aime pas non plus officiellement le case opening est interdit sur Twitch, mais bon, il y a toujours des moyens de le faire. Mais ce sont des Mm. marques qui, bien que controversées pour certains, parce que finalement, ouvrir une caisse sur Dual Case ou ouvrir une caisse sur Steam, bon, j'ai envie de Oui, dire, c'est à peu près la même chose. Hein. bah oui, 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 c'est clair. Sur CS, tu t'achètes des clés et tu ouvres tes caisses. Bon, voilà, je vois pas de grande différence là-dessus, sauf que bah, certains en ont fait leur activité principale et ça dérange un petit peu. Mais effectivement, pour moi, ils sont vraiment indispensables aujourd'hui. Ils font vivre l'écosystème. Hein. Ouais, 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 c'est clair. Et CS est bien, comment dire, est bien seul et singulier sur ce volet-là.
Riot, très très longtemps, pour citer pour moi le deuxième Oui, gros acteur e-sport, contre le betting, empêcher les clubs d'avoir des sponsors betting. Sauf que bah, c'est les clubs eux-mêmes qui ont demandé à ce que les sponsors betting soient autorisés. Alors Riot du coup vérifie, il y a tout un travail dessus pour être voir que c'est pas du scam, parce qu'on en a vu des clubs CS aussi se faire sponsoriser par des scams. Mais maintenant, c'est une réalité du marché actuel. Si on veut que l'e-sport existe toujours, bah, il faut s'ouvrir à des sponsors. Enfin, si tous les clubs voudraient se faire sponsoriser par une ONG, par Médecins Sans Frontières, voilà, par des choses comme ça, on soit dans le meilleur des mondes. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible d'avoir que des sponsors qui font le bien à 100% du temps. totalement. Et salut, Mental in Game. Donc, Mental in Game, j'en fais juste une petite parenthèse pour Mental in Game parce que très important, la santé mentale. Donc, n'hésitez pas à suivre Mental in Game qui est venu nous passer un petit coucou dans le chat. Avant qu'on finisse, tu as abordé un point rapidement, mais que je trouve intéressant. C'est le fait, tu parlais du foot, où il y a un fair play financier, donc un encadrement. On le sait, l'e-sport est aujourd'hui très peu encadré. Alors on a Riot qui contrôle quand même pas mal tout ce qui se passe autour de ces jeux, qui met des règles en termes que ce soit en termes de salaire, de transfert, même d'agents, où là on est très encadré. Et on a à contrario Valve qui laisse la porte ouverte un peu à tout et qui n'encadre pas, mais beaucoup de jeux. Hein. Street Fighter, par exemple, n'encadre pas non plus. Riot est quand même un des rares acteurs, un des rares éditeurs qui a la main sur beaucoup de choses dans le domaine de l'e-sport. Est-ce que pour toi, un meilleur encadrement, enfin un encadrement tout court hein, dans certains cas, permettrait d'apporter une santé financière à cette industrie, d'améliorer la santé financière? Euh, c'est compliqué à dire. Tu vois, si on prend l'exemple de League of Legends, bah, il y a un encadrement, il y a des revenus qui sont garantis via le modèle de slot, enfin de franchise, pardon. Mais par contre, bah, ça a ses limites parce que les clubs ont demandé l'ouverture au betting dans le champ des possibles du sponsoring. Euh, si- je suis vraiment partagé sur la question parce que tu vois, Valve laisse beaucoup, beaucoup de place et c'est un écosystème e-sport où il y a le plus de revenus. Mm. C'est vraiment si on prend un club français, bah, Vitality, la locomotive, c'est vraiment CS qui dégage beaucoup de revenus de sponsoring, de club share, etc. Donc, je pense pas avoir de réponse là-dessus. Je dirais juste que le constat est que les clubs e-sport sur CS font beaucoup d'argent. Euh, et les clubs chez Riot font de l'argent aussi, mais différemment via ce que laisse donner l'éditeur. J'en ai aucune idée, mais je pense que les deux sont viables. On a de la chance dans les sports, c'est que le club, il a plusieurs équipes et toutes les équipes ont un écosystème différent. Donc, faut tester, voir s'il y a de l'argent à se faire. Enfin, pas de l'argent à se faire, mais au moins un équilibre à trouver. Tu vois, il y a la Eva Pro League là, Oui. qui s'est Mais ça, lancée avec. ça Ouais, dis-moi. qui a énormément, enfin, qui a énormément pété là dernièrement, où on n'entendait pas spécialement parler de l'EVA, même si ça existait déjà. Et là, j'ai l'impression de le voir un peu partout. Donc c'est peut-être cette Pro League, la sortie de cette Pro League qui a donné de la visibilité. Mais je vois ces dernières semaines, je vois un post sur l'EVA tous les jours, alors que j'en entendais pas parler. Ah ouais, non, mais je te rejoins. Je pense que moi, ce qui m'a surpris, c'est que autant de gros clubs s'y investissent. Tu vois, quand tu vois des Vitality, des Solari, des Team Heretics, enfin, je crois que Giants, ils sont dedans. Enfin, il y a vraiment des gros clubs. Après, il y a du cash prize, il y a du revenu share. Pour moi, c'est vraiment aller, enfin, les raisons pour un club d'aller sur une scène. Il faut du revenu share, il faut un écosystème compétitif clair, savoir dans un an ce qui va se passer concrètement, et faut un éditeur solide qui a envie de faire de l'e-sport.
Si tu complètes ces trois caractéristiques, pour moi, faut y aller, faut tenter. Sinon, ça devient compliqué. Tu vois, sur CS, on a les roadmaps enfin les éditeurs, enfin les organisateurs de tournois, ils annoncent déjà des dates en 2028. On sait à peu près comment ça fonctionne, on sait que Valve s'en fiche un peu. Bon bah voilà, on sait comment c'est. On Oui, sait où oui. on va, on sait où on met les pieds. Alors que tu vois des jeux comme Fortnite, un coup c'est en solo, un coup c'est en duo, un coup c'est en physique, c'est pas en physique. Là c'est plus compliqué à se lancer quoi. Oui, je vois. Et je pense que sur la réglementation des jeux, alors ok, CS génère beaucoup d'argent, mais je ne serais pas contre le fait que ce soit un peu plus régulé. On l'a évoqué, ça laisse quand même le risque d'un acteur qui vienne, alors pas forcément en termes de prize money ou de revenus chers, mais plutôt en termes de transfert et de salaire aussi, mais Ouais, complètement bouleverser l'économie, hein. On a vu des salaires, le salaire de Simple a fuité. Aujourd'hui, on est sur mm. un salaire qui, à ce niveau-là, est indécent, bien que ce soit Ouais, une c'est clair. star, hein, mais c'est du jamais vu à ce niveau. Et bon, on est sur l'Arabie Saoudite qui peut, bien évidemment, mettre des salaires qui sont très élevés, payer des transferts qui sont très élevés, faire des propositions de transferts aussi qui sont incroyables. Et ils ont failli en faire certains qui auraient pu totalement bouleverser euh, l'économie des transferts et vraiment dérégler totalement, mais ça n'a pas été fait. Heureusement, ça a été refusé par d'autres clubs. Et voilà, une petite réglementation, comme dans le foot, viendrait peut-être stabiliser un peu l'économie et l'aider à se développer de manière plus saine que ça ne pourrait être fait là et en ayant un peu moins de risques, sans que ça soit trop dans le contrôle tel que le fait Riot, je pense. Ouais, je te rejoins. Faut un équilibre, je pense. C'est ça. Après, c'est compliqué parce que quand on voit les tentatives de création de fédérations ou de d'acteurs un peu au milieu de tout ça, ça marche jamais quoi. Non, Alors après, je sais pas pour quelle raison ça ne marche pas, mais le résultat est le même à chaque fois, quoi. non, c'est vrai que ça fonctionne pas. Alors, j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, bon déjà il y avait une espèce d'association de joueurs, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était les joueurs eux-mêmes qui participaient, enfin qui étaient conviés à participer à ça. Et j'ai l'impression que ce soit par exemple du Francisport, ce genre d'association aussi qui était plutôt au niveau international. Il y a un gap en fait qui est trop grand entre ces administrations ces- et l'industrie elle-même et les joueurs. Et donc en fait, Francis Sport par exemple, je ne sais pas si aujourd'hui ils vont à des événements au plus haut niveau. Alors oui, il y a l'e-sport amateur, il y a l'e-sport professionnel, bien séparer les deux. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur des institutions qui sont plus orientées amateurs et qui vont réguler à ce niveau-là, plutôt que d'aller mettre les doigts dans l'univers très professionnel. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que nous, ceux qui ont les pleins pouvoirs, c'est des éditeurs privés, alors que dans le sport, c'est des fédérations Oui, c'est vrai. nationales, internationales. Et du coup, ça change tout. Ça change tout. L'éditeur privé, il veut tout arrêter, il arrête l'e-sport, il Mm. envoie tout à la poubelle, on est foutu. Ouais, c'est vrai. Oui, si demain Riot décide de supprimer son jeu, enfin un de ses jeux, l'univers de ce jeu disparaît Ouais, complètement. Si Valo, ouais, demain, hop, on supprime, supprimez-moi le code de Valo, ça disparaît quoi. Il n'y a ouais. plus de compétition, il n'y a plus rien. C'est vrai que sur ça, c'est assez risqué. Ouais, Euh, et même, ouais. même, tu vois, quand tu vois des jeux qui se cassent la figure, en termes de popularité, bah, l'e-sport tombe avec, donc l'écosystème avec, les joueurs aussi. Enfin, Oui, il y a vraiment beaucoup d'acteurs sur un équilibre assez précaire. c'est vrai. Et du coup, on arrive à la fin de l'émission. Pour conclure, par rapport à ce que tu disais donc en début d'émission, pour répondre à la question, est-ce que selon toi, aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est en crise? Après tout ce débat, quelle est ta conclusion? Moi, je vais parler plus du prisme e-sport. Pour moi, on est en sortie de crise. Ok, On voit la fin du tunnel, dans le sens où les clubs ont enfin décidé de créer leur propre source de revenus,
de se diversifier et de tenter de nouvelles choses. Les mauvais clubs qui faisaient des mauvais choix et qui prenaient des mauvaises décisions commencent à fermer. Bon, enfin, on commence à fermer. C'est malheureux pour tous les gens qui y travaillent, mais au final, c'est plutôt positif que les gens qui font des mauvaises choses n'arrivent pas à leur fin. Donc, on a encore une petite période. Je dirais que dans 2 ans, on aura vu le bout du tunnel, la fin de l'e-sport winter, ils appelaient ça comme ça. Et on en saura mieux sur un, enfin, on en connaîtra mieux sur un écosystème plus sain et disons avec plus de visibilité. Ok. Et je me suis pas mouillé sur ma Non, réponse. non, mais elle est très bien. Moi, je vais séparer du coup jeux vidéo au sens large, au sens plus euh, éditeur de jeux vidéo et e-sport. Je pense qu'au sens large, on est sur une crise de modèle, évidemment économique, mais que l'industrie en termes de... Les joueurs sont là. On va dire qu'effectivement, on a toujours des joueurs. L'industrie continue de grandir et c'est très bien. Mais en termes de modèle, au sein des grosses entreprises, on est, je dirais, sur une petite crise quand même, notamment avec l'IA qui, on a vu, les licenciements continuent de s'accentuer. Hein. On l'a vu en début d'année ou c'était fin d'année dernière. Enfin, en tout cas, fin d'année dernière, début de cette année, des licenciements qui résultaient de l'implémentation de l'IA. Alors, est-ce que ces entreprises, comme certaines dans l'IT, vont un peu rétro-pédaler parce qu'elles vont se rendre compte que utiliser l'IA en masse, quand on ne sait pas bien l'utiliser, déjà ça ne remplace pas un être humain Mm. totalement, ça vient en support. Et puis quand on ne sait pas bien l'utiliser, qu'on n'est pas formé, c'est pire parfois et ça vient même coûter plus cher que ce que nous aurait coûté un humain. Donc je pense que côté au sens large, on est face à quand même une crise qui pour moi n'est pas terminée parce que on ne sait pas jusqu'où ça va aller en termes d'avancées technologiques, de guerre de la communication. On est sur un modèle qui doit se restructurer un petit peu. Et la restructuration, là, c'est l'élément principal que je dirais pour tout ce qui est e-sport, où effectivement, on a vu les clubs aller vers d'autres sources de revenus, se restructurer complètement parce que là, on était sur un modèle qui, pour moi, avait grandi beaucoup trop vite. Côté Ouais. e-sport, moins côté jeux vidéo parce qu'on était face quand même à des mastodons qui arrivaient qui avaient déjà quand même un modèle et des bases. Mais côté organisation, là, on est face à... il y a eu une croissance énorme sur un modèle complètement bancal. Où tout était vraiment à deux doigts de s'écrouler à chaque fois et on ne prenait pas le temps de mettre en place les fondations. Et là, il y a eu un petit rétropédalage pour tout repenser, remettre en place. Je serais moins optimiste que toi sur le fait de dire qu'on en sort. Alors peut-être parce que j'ai trop le prisme CS. Mais pour moi, par exemple, sur CS, le classement VRS est venu bouleverser tout ça de nouveau avec un système que je trouve relativement élitiste, bien qu'il se veuille assez ouvert, mais finalement ce système de devoir aller en LAN pour gagner plus de points, etc., vient impacter les petits clubs. Et donc on est encore sur une restructuration, sachant qu'on est sur un modèle VRS qui évolue et qui tend à changer un petit peu, se réajuster, se réadapter. Donc je pense qu'il va falloir encore bien une bonne, voire 2 ou 3 années encore pour que tout se structure correctement et qu'on puisse avoir une stabilité et avancer sainement. Et la partie encadrement de manière plus légale, avec euh, autre que les éditeurs, je te rejoins sur ça, c'est dangereux que les éditeurs soient à la tête de tout au niveau des jeux. Mais alors, ce qui est compliqué, parce que ce sont des jeux privés qui appartiennent aux éditeurs, donc Ouais. c'est un peu compliqué d'avoir un organisme qui vient leur dire quoi faire, autre qu'un État. Oui, mais, c'est clair. mais effectivement, il faut également encadrer tout ça de manière à ce que personne ne puisse venir ébranler la stabilité du système. Bon, Eh on bien, prend rendez-vous dans 3 ans c'est et ça. Et on on refait un verra, petit on peu. verra où on en est. J'espère avant quand même, dans une autre émission pour parler d'autres sujets, ceux qui pourraient te plaire, des sujets plus spécifiques. Là, j'ai 3 sujets qui vont ressortir prochainement, qui seront peut-être orientés un petit peu plus e-sport que jeux vidéo. C'est vrai que étant plus orienté e-sport moi-même,
J'aime bien alterner entre jeux vidéo au sens large et e-sport. Et donc, bah, voilà, si jamais il y a un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à revenir parmi nous et en Bah, avec proposer si plaisir. tu veux en partager. Dans le chat, les réseaux sociaux ne sont pas passés parce que je crois qu'on ne peut pas mettre de lien dans le chat, mais tu peux nous donner ton compte Twitter. Ouais, tu veux que je te l'envoie ou je te le dise à l'oral Tu peux me l'envoyer, je vais essayer de le mettre moi, et tu peux le dire à l'oral également, comme ça on aura la totale. Ouais, Et ça alors, sera dans la vidéo, le replay sur YouTube. top, c'est gentil. C'est @varisantom, tout attaché. Donc, pour résumer, l'objectif, c'est que je publie des news accompagnées et couplées d'une analyse en fonction de ce que je considère une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne fais jamais de la news brute, mais j'accompagne ça d'analyse. Tous les jours quand j'ai le temps. Bah, écoute, je te remercie. Merci d'avoir participé. C'était top de t'avoir. Et vraiment, allez regarder le contenu de Tom parce qu'il est très intéressant. Le fait qu'il y ait des petites analyses avec les news, c'est vrai que ça apporte un vrai plus. Donc bravo pour ton travail. Merci parce que moi j'apprends plein de choses. Donc ça m'aide au quotidien. Merci à tous d'avoir participé. Encore un chat très actif. C'était top de vous avoir. Je vous envoie les sujets. Je vais les partager. Alors, petit changement, ça ne sera pas partagé en post sur Insta. Ça sera dans les stories à la une. Parce que maintenant qu'il y a les réels des interviews qui sortent, je laisse que les réels. Et n'oubliez pas, il y a l'interview qui est sortie de Next Gen pour ceux qui sont très orientés Counter-Strike et même pour d'autres qui veulent découvrir cet univers, qui est designer de skins sur Counter-Strike. Et donc, il vous explique en quoi consiste son métier, comment il crée les skins, comment ça fonctionne avec Valve, tous les processus, parce que voilà, on n'a pas son skin sur Valve comme ça passe par des concours qui sont très réglementés par Valve. Valve fait encore une fois ils font encore une fois ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Valve qui fait la loi. Donc n'hésitez pas également à partager sur les réseaux sociaux, ça donne de la force et ça aide beaucoup. Les fans CS, là, il y a un match très serré. La deuxième map va terminer, mais entre Falcons et Vitality. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de Croissance Strike pour suivre Falcon Vitality et Croissance Strike, la chaîne numéro 2, pour suivre G2 et Spirit qui sont à 9-9 sur la deuxième map. Quelle soirée! Merci d'être venu malgré ces deux matchs incroyables qui nous attendent. Tu viens de me rappeler qu'il y avait ce match-là. Mais c'est le moment parce que là, Vita va certainement mettre la deuxième map. Ils sont à 12-6. Et c'est parfait, Et pour la donc la troisième map. troisième map, le Decider, qui sera sur Noc. Et bien écoutez, bon match à tous. Je vais rejoindre mon mari, on va regarder ça ensemble. Merci encore une fois Tom et je vous dis à dans 2 Merci à semaines. toi. Bonne Salut! soirée. Bonne soirée.